Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session sur la médecine nucléaire en pulmonologie. Je présente d'abord le professeur Elif Hendiye, agrégé de médecine, professeur de médecine, agrégé de médecine nucléaire au CHU de Bordeaux, qui va nous parler cet après-midi de la TEP ou PET dans la prise en charge du cancer pulmonaire. Dr Hendiye, si vous... Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour vous parler de la TEP dans les applications pulmonaires et je remercie donc l'association franco-libanaise de pneumologie et tous les organisateurs du congrès pour leur invitation. Alors lorsqu'on parle de TEP dans le poumon, on parle essentiellement d'une molécule qui est le 18-FDG, c'est un analogue du glucose, donc du sucre. Mais il faut savoir que maintenant, il y a différentes autres molécules, différents autres traceurs. Donc, il est probable qu'à partir de maintenant, lorsque vous faites une demande de TEP, indiquez TEP au 18-FDG, parce qu'il y aura différentes autres molécules qui vont arriver très bientôt. Alors, pourquoi cet analogue du sucre? Parce que depuis très longtemps, on a remarqué que les cellules cancéreuses avaient un métabolisme accru et une consommation accrue de glucose à travers la glycolyse. On va profiter de cette priorité pour utiliser un analogue du sucre qui est le 18-FDG. Cet analogue du sucre va rentrer dans la cellule comme le glucose. Par contre, il ne pourra pas continuer son métabolisme et va rester piégé dans la cellule. Cette accumulation du fluordéoxyglucose va permettre de visualiser les cellules cancéreuses. Donc cette molécule, lorsqu'elle est piégée dans la cellule, va émettre un positron et ensuite deux photons gamma. Ces deux photons gamma émis en coïncidence à 180 degrés vont être détectés par cet instrument qui s'appelle la TEP, c'est une gamma caméra spécialisée, pour donner des images de distribution. Ce qui est important à noter, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, la TEP a été couplée à un scanner et donc on parle essentiellement de TEP-TDM. Il n'y a plus de nouveaux instruments qui utilisent la TEP seule. Comment se font les images? Donc on a une acquisition tout d'abord des images scanner ou TEP et ensuite une fusion des deux modalités. Les deux images ne sont pas enregistrées simultanément, donc il faut faire toujours attention aux erreurs qu'il peut y avoir de petits décalages entre les deux modalités. Voici les images d'un examen normal. On a une fixation intense par le muscle cardiaque, par le cerveau et une élimination urinaire que vous voyez ici. Dans cette méthode, on peut aussi avoir accès à une quantification et vous entendrez parler d'un paramètre qui s'appelle le SUV, Standardized Uptake Value. Sans entrer dans des détails techniques, rappelez-vous que si la molécule était distribuée de manière homogène, dans tous les endroits, dans tous les pixels de l'image, on aura un SUV de 1. Donc lorsqu'on vous dit un SUV de 2, vous pouvez imaginer que le métabolisme dans cet endroit est 2 fois plus fort. Un SUV de 20, c'est-à-dire qu'il est 20 fois plus fort que la moyenne du reste de l'organisme. Comment se passe l'examen? Le patient est donc dans une salle au calme, allongé, on vérifie la glycémie, on injecte le traceur. Une heure après, on commence les images et l'examen dure environ 30 minutes. Alors, quelles sont les applications de la TEP en cancérologie tout d'abord? En cancérologie thoracique, on a une littérature abondante. Et si vous faites une recherche sur PubMed, vous retrouvez à l'heure d'aujourd'hui 4200 articles vous parlant des applications du TEP scan dans le cancer pulmonaire. À quelle étape on aura besoin de cet examen? Tout d'abord, devant un nodule pulmonaire à l'étape du diagnostic, mais ensuite devant un cancer affirmé, on aura besoin de la TEP pour le bilan d'extension, pour l'optimisation des champs de radiothérapie, pour les gens qui vont avoir une radiothérapie, pour évaluer la réponse, devant une suspicion de récidive, mais aussi dans le cancer pulmonaire à petites cellules, le mésothéliome et les différentes tumeurs thoraciques. Il est très important dès maintenant de signaler que notre molécule n'est rien d'autre que du sucre. Donc ne jamais considérer qu'une image est une image d'une cellule cancéreuse. C'est une image tout simplement de métabolisme
ce n'est pas un agent spécifique du cancer. Et donc, vous pouvez avoir aussi une image d'accumulation de ce sucre lorsqu'il y a des phénomènes inflammatoires ou infectieux. L'examen TEP-scan est considéré donc maintenant dans les recommandations depuis 2003 comme un standard dans la prise en charge du nodule pulmonaire et dans la prise en charge du bilan du cancer pulmonaire. Quelle est son indication devant un nodule pulmonaire? On sait très bien que pour des nodules, donc pour toutes les formations qui ont moins de 3 cm, la probabilité que le nodule soit indéterminé au scanner est d'environ 40%. Lorsqu'un nodule est indéterminé, on a le choix soit d'aller vers la biopsie, et on sait le risque qu'il y a d'avoir un pneumothorax qui est de l'ordre de 15%, qui peut nécessiter une prise en charge dans la moitié des cas avec le drainage. Et dans environ 10% des cas, la thoracotomie va montrer que le nodule était en fait bénin. Donc cet article tout récent, en mars 2013, rappelle le rôle primordial de la TEP dans la prise en charge d'un cancer pulmonaire. Devant tout nodule indéterminé, lorsqu'on a une fixation du nodule, lorsqu'on a une fixation visible en TEP-TDM, la probabilité de malignité devient très importante, alors que pour un nodule non fixant, il est le plus probablement bénin et on pourrait le surveiller. Alors dans cette méta-analyse de Gould en 2001, qui a repris 40 articles de la littérature, on voit que la sensibilité de la TEP est très élevée, ainsi que sa spécificité. Néanmoins, il y a des limites qu'il faut connaître et les pneumologues donc, ont maintenant l'habitude, vous avez l'habitude de... à chaque fois que vous adressez un patient, la première chose à voir, quelle est la taille du nodule. Si le nodule est infracentimétrique, il faut s'attendre à un examen qui pourrait ne pas être déterminant. Pour les nodules inférieurs à 8 mm, il ne faut pas demander de TEP-TDM. Entre 8 et 10 mm, on peut la demander en sachant que la sensibilité pourrait être mauvaise. Il faut aussi savoir les faux négatifs. Les faux négatifs sont ce qu'on appelait dans le temps carcinome bronchiolo-alvéolaire. Cette appellation carcinome bronchiolo-alvéolaire a récemment changé et n'est plus utilisée car elle fait appel à différentes entités dont le carcinome in situ, le carcinome micro-invasif, le carcinome lipidique, le carcinome mucineux. Donc le terme bronchiolo-alvéolaire n'est plus utilisé actuellement. La TEP aussi a une mauvaise sensibilité dans les carcinoïdes typiques et aussi lorsqu'on a affaire à une tumeur kystique avec une paroi fine. Alors, bien sûr, devant un nodule de 8 à 10 mm, comme le cas ici, c'est un nodule de 9 mm, on peut néanmoins voir apparaître une fixation qui montre que ce nodule est très probablement malin. Dans ces cas-là, il ne faut pas se fier à la quantification, il ne faut pas regarder quelle est la valeur du SUV, une valeur de 2,5 n'est pas nécessaire parce qu'un petit nodule, il suffit qu'il soit visible sur l'examen TEP-TDM pour le considérer comme fortement suspect. Voilà. L'autre limite de la TEP dans les nodules pulmonaires, ce sont les faux positifs. Et là, les faux positifs, c'est les différentes granulomateuses notamment, les tuberculoses, les sarcoïdoses, les anthracosilicoses. Différentes formations peuvent donner, lorsqu'elles sont fortement inflammatoires et en phase active, peut donner lieu à des faux positifs. Alors, plus la région est endémique pour la tuberculose ou une de ces affections, plus le risque de faux positif est grand. Alors, tout l'intérêt de la TEP-TDM est de corréler les images radiologiques avec les images de la TEP de manière à arriver au bon diagnostic. Alors, une question qui vient souvent à l'esprit, à partir du moment où on a demandé un TEP-CT, est-ce qu'on a besoin quand même de faire un scanner? La TEP-CT ne remplace pas le scanner radiologique, tout simplement parce que l'examen doit être fait en respiration libre. À partir du moment où on a besoin qu'il y ait une coïncidence entre les images TEP et le CT, on ne peut pas faire une image scanographique en inspiration profonde. Et donc, le scanner de la TEP-TDM ne remplace pas le scanner radiologique haute résolution.
quelle est la démarche diagnostique qu'on peut avoir vis-à-vis d'un nodule? Donc tout d'abord, il faut regarder la probabilité, avant le test, la probabilité de malignité. Si la probabilité est très faible, vous n'avez pas besoin de faire un examen TEP-TDM. Si la probabilité est intermédiaire, on fait l'examen et en fonction du résultat, soit on va vers la surveillance ou on va vers un geste invasif. Pour les nodules dont le scanner dès le départ et la probabilité clinique est très élevée, on n'a probablement pas besoin de la TEP, c'est-à-dire qu'un examen négatif ne nous permettra pas de surveiller le patient. Par contre, on aura quand même besoin de la TEP pour faire le bilan, le staging de l'extension de la maladie. Donc ici, dans cette dernière case, lorsque la probabilité est élevée, on fait l'examen dans le cadre du staging. Alors, il y a plusieurs éléments nouveaux maintenant depuis 2010, et je vais passer rapidement pour vous dire, donc, comme vous le savez, qu'il y a maintenant tous ces essais cliniques qui montrent que le dépistage des nodules pulmonaires peut améliorer la survie des patients porteurs d'un cancer pulmonaire, la nouvelle classification des adénocarcinomes et la différenciation qu'on fait maintenant entre les nodules solides et les nodules subsolides. Alors, cette amélioration de la survie des patients qui sont dépistés par le scanner est liée au fait qu'on détecte les patients à un stade plus précoce et souvent on retrouve des entités de meilleur pronostic. Alors le risque, c'est que 98% des nodules qu'on va détecter au scanner sont quand même des faux positifs. Donc maintenant, tous les algorithmes distinguent dans les nodules pulmonaires les nodules solides et les nodules subsolides. Ici, devant un nodule en verre dépoli, ground glass opacity, ou devant un nodule subsolide avec une composante solide, la TEP-TDM n'a pas d'indication. L'indication, c'est une surveillance par scanner au bout de 3 mois. Donc, devant un nodule pulmonaire, la première chose à voir, est-ce qu'il s'agit d'un nodule solide ou pas? S'il s'agit d'un nodule solide, l'algorithme s'applique. S'il s'agit d'un nodule subsolide, la première chose à faire, c'est une surveillance par scanner. Si le nodule persiste, on peut envisager la TEP par la suite. Ceci aussi est repris récemment par les indications donc, de l'INCa, la conduite à tenir devant un nodule pulmonaire. Alors, voilà, donc j'ai terminé avec la partie nodule pulmonaire. Quelles sont les indications maintenant de la TEP dans la stadification du cancer à petites cellules, non à petites cellules? Alors, dans la stadification, la TEP va avoir un rôle important dans la stadification loco-régionale et en même temps dans la recherche de métastases à distance. Il s'agit bien sûr du même examen. Tout d'abord, est-ce que la TEP est utile dans la stadification T? Donc, il prend en compte la taille de la tumeur, son invasion, la proximité aux bronches et la présence de nodules supplémentaires. La TEP va être utile là, tout d'abord pour apprécier éventuellement une extension à la paroi thoracique, un envahissement du médiastin et éventuellement délimiter quelle est la part de la tumeur par rapport à une atélectasie. Voici un exemple d'une petite tumeur de l'apex pulmonaire. Les images de superposition de la TEP et du scanner montrent qu'il y a un très probable envahissement costal et ceci a été confirmé au moment de la chirurgie et le patient a eu une résection en bloc. Donc cet article de Lardinois en 2003. Mais le rôle principal de la TEP va être la stadification ganglionnaire. Y a-t-il ou non un envahissement médiastinal, c'est-à-dire un envahissement N2 ou N3, qui contre-indique une chirurgie première et oriente le patient vers une chimiothérapie néoadjuvante ou une radiochimiothérapie exclusive. Voici actuellement la cartographie de la distribution des ganglions médiastinaux, comme elle a été récemment renommée en 2011. Et donc,
toutes ces aires ganglionnaires doivent être présentes à l'esprit. Il faut que le médecin nucléaire, le radiologue, le chirurgien, le pneumologue parlent le même langage pour que chacun sache exactement de quel ganglion il s'agit. Voici donc toute la force de la TEP, c'est qu'un ganglion peut être au scanner considéré comme bénin, tout simplement parce que sa taille est inférieure à 1 cm, et pourtant on voit ici une fixation intense du 18-FDG. Ce ganglion a été confirmé comme étant malin par la biopsie, il s'agissait d'un ganglion donc susclaviculaire N3. Il faisait 5 mm de taille. Donc encore une fois, la méta-analyse de Gould, cette fois-ci concernant l'atteinte médiastinale L2, montre la très forte sensibilité de la TEP par rapport au scanner et sa forte spécificité. Lorsqu'un patient ne montre pas de fixation au niveau des aires médiastinales ganglionnaires, on peut s'affranchir de la médiastinoscopie et aller directement à la chirurgie. Par contre, il y a certaines nuances, c'est-à-dire lorsque la tumeur initiale ne fixe pas, on ne peut pas se fier à la TEP. Lorsqu'il y a une atteinte N1, on peut passer à côté de métastases, micrométastases ganglionnaires N2. L'autre limite importante, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les faux positifs, comme la tuberculose. Il est donc nécessaire, lorsqu'on a une fixation en TEP, et lorsque cela va changer complètement la prise en charge du patient, de confirmer cette atteinte ganglionnaire par une biopsie. Pour la recherche de lésions métastatiques à distance, on a tout d'abord l'intérêt pour les métastases intrathoraciques, dont ce qu'on appelle les métastases M1A, et aussi les métastases extrathoraciques. Pour les métastases intrathoraciques, l'intérêt principal de la TEP est de faire la différence entre une pleurésie maligne et quelqu'un qui a par exemple un épanchement bénin. Le rôle principal sera par contre la recherche de métastases distantes. Elles sont très fréquentes au diagnostic, environ 10 à 30% des patients vont avoir des métastases distantes dès le diagnostic. La TEP permet de retrouver des métastases qui ont échappé au scanner dans environ 15% des patients. Elle permet aussi de faire la part devant une hypertrophie bénigne surrénalienne, enfin devant une hypertrophie surrénalienne, de dire si cette hypertrophie est maligne ou s'il s'agit simplement d'un adénome bénin de la surrénale. Enfin, elle a une forte sensibilité pour toutes les atteintes osséomédulaires. Elle est très supérieure à la scintigraphie osseuse. Il faut se rappeler quand même que la TEP ne remplace pas l'IRM ou le scanner pour l'analyse du cerveau. Donc tout patient avec risque de métastase cérébrale doit avoir, en plus de la TEP, une IRM cérébrale ou un scanner injecté. À nouveau, j'ajoute à nouveau donc cette précaution. Si on retrouve un foyer isolé en TEP, on ne peut pas dire que le patient n'est pas opérable sans avoir confirmé par une biopsie une atteinte isolée. Et donc, j'apporte là donc une citation de l'article de Lardinois sur 350 patients qui ont bénéficié d'une TEP. L'examen a montré des métastases multiples chez 11% des patients, donc là il n'y a pas de problème. Elle a retrouvé une métastase isolée dans un nombre aussi important. Par contre, dans 2% des cas, il y avait un foyer qui n'était pas une métastase, mais un second cancer, un autre cancer. Et dans 7% des cas, le foyer isolé ne correspondait pas à une métastase isolée, il correspondait à un foyer bénin. Donc voici le cas d'un patient où on a la lésion pulmonaire qui fixe, mais en même temps on retrouve un foyer à hauteur de l'œsophage. Et donc l'endoscopie va voir qu'il s'agit d'un cancer de l'œsophage associé. Ici un patient qui a, lors de son bilan, une fixation au niveau du sigmoïde,
et donc la coloscopie va montrer un polype transformé. Ici, un patient qui a une fixation au niveau costal, et la biopsie va montrer qu'il s'agit d'une fissure costale. Donc, ne jamais considérer qu'un foyer isolé chez un patient est une métastase à coup sûr, sans avoir apporté la preuve histologique. Alors, l'impact global de l'examen, les études montrent qu'environ 18 à 62% des patients vont avoir une modification thérapeutique après l'examen TEP-TDM. Alors bien sûr, on a l'habitude maintenant des études randomisées, et ce qui est important, c'est de comparer les patients qui ont eu l'examen et les patients qui n'ont pas eu l'examen TEP-TDM. Je me contente de vous montrer donc par rapport aux patients qui n'ont pas bénéficié de l'examen TEP-TDM, vous voyez ici que le nombre de thoracotomies considérées comme futiles a chuté de 52% à 35%. Donc environ 17% des patients vont éviter une thoracotomie futile. Qu'est-ce que c'est qu'une thoracotomie futile? Les auteurs considèrent la thoracotomie futile si à la suite de la chirurgie on découvre un nodule bénin, ou si on retrouve une métastase N3 ou N2 qui aurait dû être traitée différemment, ou si le patient décède ou rechute dans les 12 mois. Donc dans cette catégorie, on évite à 17% des patients la thoracotomie futile. Alors actuellement dans les indications de la TEP, donc on voit qu'elle intervient donc pour l'INCA, pour la recherche des ganglions et pour la recherche donc des métastases. Je crois que je n'aurai pas le temps de vous parler des différentes indications, mais on pourra parler au moment de tout à l'heure si vous voulez. Des indications dans la radiothérapie qui sont aussi très importantes. Des indications au niveau de la rechute, des indications pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Et je crois que je vais laisser la parole au docteur Hicham Nasser qui va montrer un cas avant le docteur Haïdar. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, je ne pouvais pas tout parler parce que le temps est un peu limité.